tchèque Alena Müller-Horak. Donc, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je voulais savoir à quelle légende se rapporte le cheval l'envers dans le haut de son... Non, c'est pas vraiment une légende. Alors, la statue qu'on voit sur la grande place, c'est la statue de... Pas sur la place, dans le cinéma. Oui, il n'y a pas de légende. Vous voyez, le monsieur qui joue le golem, c'est lui l'auteur de ces statues renversées. C'est un des sculpteurs les plus reconnus en Tchéquie d'après la Révolution, qui joue souvent avec ces principes soi-disant sacrés, symbole national. C'est lui aussi qui a fait le cadavre pour le par terre quelque part. C'est en même temps un peu effrayant et comique. Et il s'appelle? Il s'appelle David Tcherny, qui a beaucoup influencé le visage de Prague depuis dans 5 ans, avec son art postmoderne. Dans cette série de films, est-ce qu'on choisit un seul cinéma dans chaque pays? Ça, c'est le principe. C'est plutôt la question à Olga Farge. Olga, il y a pourquoi le micro? Oui, pour vous répondre, alors, moi j'en sais beaucoup sur ces collections plus que séries, parce que collection, ça veut dire qu'il y a. Même Teresa, elle a dit ici. J'ignorais non, que ça mais existe. Ça a son sens, parce que collection, ça veut dire que ça va être différents réalisateurs, différentes narrations, différents styles, différents modes de financement, etc. Ce qui n'est pas le cas des séries. Donc en tout cas, pour l'instant, on a 6 épisodes dans cette collection. Et chaque épisode traite d'un cinéma dans un lieu, et en l'occurrence dans des pays différents. Donc ça, c'était le premier de la collection. Et puis le deuxième a été tourné en Virginie, aux États-Unis. Le troisième au Chili. Le quatrième à Athènes. Le cinquième à Cuba. Et le sixième à Amsterdam. Et donc c'est à chaque fois l'histoire... soit des pionniers qui ont, pour le cas du Chili par exemple, c'était la première salle qui a été ouverte en Amérique du Sud, donc c'est aussi un peu l'histoire de ces pionniers allemands et croates qui sont partis là-bas au tout début du XXe siècle, qui ont ouvert un hangar pour essayer de nourrir les longues soirées d'hiver où on s'ennuyait beaucoup. Enfin voilà, chaque cinéma raconte une histoire particulière. Et donc c'est vrai que là, comme il était lié à la famille Havel, c'est vrai que tout le film traverse le XXe siècle et l'occasion de raconter aussi des choses, pas que sur la salle de cinéma, mais sur toute la culture du pays. Voilà. Est-ce qu'à part, par exemple, Pont-de-Réforme, il y a d'autres vieux cinémas qui existent toujours? À part Pont-de-Réforme. C'est-à-dire le cinéma, oui, des archives. J'ai l'impression que non, c'est plutôt parce que c'est la topologie de Prague. C'est une des vieux salles qui appartiennent aujourd'hui à l'Archive nationale. C'était le premier cinéma à Prague. En fait, en Prague, il y avait plusieurs salles qui étaient magnifiques comme ça. Mais comme vous savez peut-être, partout dans le monde, ces salles-là sont devenues victimes du développement des casinos ou des salles d'hôtel, des salles de danse. À part de Lucerna, quand tout le complexe a été restitué par la famille Havel, alors ils ont voulu maintenir le cinéma. Et ça c'était très intéressant. Au début, ça ne devrait pas être un cinéma, mais une salle de théâtre, une filiale du Théâtre National, de l'Opéra de Prague. Et ce n'était qu'après ils se sont rendus compte que ce n'est pas assez rentable, parce que pourtant c'était quelqu'un qui a construit le premier centre polyvalent. Et ils ont tourné le projet en cinéma. Donc c'est un des anciens cinémas à Prague, pas le plus ancien, mais aujourd'hui avec Pont-de-Réforme, c'est les 2 salles qui sont vraiment maintenues dans ces conditions-là, parce que sinon, parce qu'on a proposé plusieurs salles, par exemple à Istanbul, avant de commencer à négocier, cette salle n'existait plus, parce que ça disparaissait vraiment très vite, ces anciennes salles.
qu'ils ont toujours des histoires absolument passionnantes et toujours très différentes. C'est toujours les histoires des hommes, en effet. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Je voudrais juste vous poser une question à propos du cinéma pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que vous en parlez peu. On devine que les nazis ont mis la mainmise sur le cinéma, mais quelle est exact. Enfin, est-ce que vous pouvez parler du rôle de la famille Havel, parce que je trouve que c'est assez elliptique dans le film. Oui. Vous pensez sans doute cette histoire d'une collaboration, à peu près c'est ce que vous pensez. Parce que moi j'ai travaillé en même temps j'ai travaillé à une série de fiction pour la télévision tchèque qui avait justement pour le sujet cette situation du cinéma tchèque où des acteurs et des cinéastes collaborent ou dans la situation des collaborateurs depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1953. Et c'était un peu pareil comme en France, c'est-à-dire que les nazis planifiaient de former une espèce de Hollywood qui aurait dû constituer les studios en Allemagne, en France et à Prague. Comme à Prague, c'était aussi un très grand studio avec les professionnels qui étaient tous germanophones, alors que le plan c'était de produire les films. D'abord les films allemands, français et tchèques, et puis ce film national devrait disparaître au fur et à mesure, et la production devait passer seulement aux films allemands. Et si vous connaissez la situation de l'Europe centrale, qui était toujours, comme on dit au début, du film bilingue, donc les gens étaient véritablement habitués à parler allemand et aux Allemands. Donc, nous, les Tchèques, on est très fiers d'être peut-être les premiers qui étaient capables de détecter ce que Hitler était, parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés de l'Allemagne nazie à partir de 1933, mais en même temps, c'était vraiment quelque chose qui touchait seulement la vie de très peu de gens, alors que la plus grande partie de la nation pensait, enfin, c'est les Allemands, c'est une tragédie, mais ça ne peut pas être tellement horrible, puisqu'on les avait toujours ici. Et donc, dans cette situation, quand les Allemands sont arrivés pour occuper la Tchécoslovaquie en mars de 1939, ils ont, comme c'est dit dans le film, ils ont arrêté ce Miloš Havel, mais puis ils n'ont pas vraiment pris le studio, les nazis voulaient acheter ce studio. Alors ils pouvaient vraiment négocier, et il les a vendu le studio pour un argent qui n'était pas si négligeable, et en même temps ils pouvaient continuer à être producteurs, à produire des films, et à louer ce studio. Parce que c'était dans l'intérêt des nazis, comme le protectorat, c'est-à-dire la Bohème, Prague, etc., était quelque chose comme le background de la Grande Allemagne, avec une grande production, etc. Alors c'était absolument dans leur intérêt que les gens vont au cinéma, que les gens regardent les films tchèques, que les gens préservent leurs acteurs et que les choses se passaient bien. Alors que tout le monde, les producteurs, les acteurs, les réalisateurs se disaient alors il n'y a pas grand-chose qui se passe ici, peut-être il faut mieux préserver le cinéma tchèque, la langue tchèque, c'était très important. On avait 1200 cinémas dans le protectorat, c'était énorme, c'était vraiment une façon d'influencer la façon de penser en ex-Tchécoslovaquie. Mais les choses commençaient à s'empirer, à devenir vraiment horribles, justement en 1941, quand Heydrich est venu à Prague. Et il a déclaré clairement qu'il veut déménager la nation tchèque, c'est pas en Sibérie ou tout ça, il a commencé avec la déportation des Juifs et tout ça. Et tous ces gens-là, ces cinéastes, se retrouvaient d'un jour à l'autre dans une situation de vrais collaborateurs. Mais là, c'était vraiment trop tard, parce que tout le monde était dans un danger de déportation et tout. Et les films continuaient à être produits, donc après la guerre, juste après la guerre, il y avait quelques de ces gens-là, comme Arletty en France et beaucoup d'acteurs français, qui étaient devant le tribunal, qui étaient dans la plupart délibérés, mais qui ne pouvaient plus tourner les films et qui étaient coupés du cinéma. Donc c'était une chose qui était assez ambivalente, et on n'est pas d'accord qu'est-ce que c'était vraiment, parce qu'en vrai,
En réalité, si Miloš Ravel aurait dit ah mais non, moi je ne vous donne pas mes studios et on ne va pas tourner les films comme vous le désirez, les nazis le feraient quand même. Lui, il serait peut-être déporté un jour à l'autre, et ça n'aurait pas vraiment changé la situation. Par contre, il est vrai que c'était un peu démoralisant pour la suite, le développement qui suivait en Tchécoslovaquie. Voilà. Mais on n'avait pas assez d'espace, vous comprenez, parce que c'était vraiment un film qui parlait de l'histoire d'un cinéma. Alors, on ne voulait pas être trop large. Comment se porte le cinéma tchèque aujourd'hui? Parce qu'ils ont un instrument de travail extraordinaire, qui est le Barandov, où il y a même une production étrangère qui se tourne. Le cinéma actuel tchèque, est-ce qu'il y a des réalisateurs? On n'en entend pas parler. Ça a deux raisons. C'est vraiment pas la meilleure période du cinéma tchèque. C'est vrai, par contre, c'est très intéressant. On tourne toujours combien? 35 films, 25 films par an, toujours, depuis les années 30. Si vous regardez la structure, c'est toujours le même nombre de comédies, de drames et tout ça, de films d'animation. Il y avait deux problèmes. La première chose, c'est, moi je crois qu'il y a une crise de génération. Par exemple, justement, Joël Farge, qui était le mari d'Olga, c'était Lucien Lac, qui était producteur dans les années 90, a énormément aidé au cinéma tchèque, en produisant 2, 3, 4 films. Il a porté les sujets, il a vraiment amené sur la scène internationale quelques de nos réalisateurs. Mais plus tard, il y avait une question de financement, parce que si ça vous intéresse, dans tous les pays de l'Est, on avait des cinématographies nationalisées, c'est-à-dire que le film appartenait à l'État. Au moment quand c'était plus vrai, tout le système s'est écroulé, ce qui était vraiment une catastrophe, parce que les cinéastes se retrouvaient dans des conditions totalement changées, le financement, le mode de travail, c'est-à-dire petite équipe et tout ça. Et puis au fur et à mesure, ça s'est amélioré, mais c'était jamais comme sur le niveau comme avant. Maintenant, et puis il faut dire que par exemple en Allemagne, la situation est différente. Nous, on a chaque année à Berlin, maintenant, on a 4 films tchèques à Berlin dans les sections principales. Mais en France, c'est peut-être pas intéressant, c'est un peu trop loin, parce que les relations franco-tchèques avant la guerre étaient très profondes et c'était totalement coupé. Donc c'est plutôt la question de l'Europe centrale. Espérons que ça va aller mieux. Moi aussi. Non, je faisais que ça. Pardon. Je vais te reparler. Donc je dois remercier aussi justement ici à ma copine Alena et à la télévision tchèque qui n'ont peut-être pas mis beaucoup d'argent liquide, mais la télévision était extrêmement générale en provenant des services. Et, ils ont vraiment nous aidé à faire un véritable film et pas seulement un programme de télévision. Voilà. Je vous remercie.